Alors, occupé hier à une sorte de ciné-club au Champollion, autour du film, la ressortie du film L'Arche russe de Sokolov. Et à la fin, il y avait un débat animé par Antoine Beck et puis une dame, dont je n'ai pas retenu le nom. Et on s'est intéressé notamment aux figurants. Je m'appelle maintenant aux figurants. Et dans le film l'Arche russe, qui renvoie à l'Arche de Noé, en fait, l'Arche de Noé qui renvoie au déluge, puisque ça s'arrête à la paix de Dragouchon de 1917. Eh bien, et ça se tient au palais d'Ermitage, au palais d'Élysée, et c'est tourné en 2002. Alors on voit qu'il y a, on remonte quand même à l'époque de Pierre le Grand et Catherine II, passant par jusqu'à Nicolas II, etc. Et même à Ouja. Et on s'est arrêté sur les figurants, en disant, ah, ces figurants, ils sont remarquables, etc. Il faut regarder les visages de ces gens-là. Et alors, je suis intervenu et j'ai dit, à deux reprises, mais pensons à la liste de Schindler. La liste de Schindler, qui vient de ressortir et qui a été tournée il y a 25 ans, donc un peu avant l'Arche russe, de Kubzik, n'est-ce pas? Et bien là, les figurants aussi jouent un rôle absolument extraordinaire. Mais, il ne faut quand même pas oublier, alors je vous rappelle que la liste de Schindler, ça touche la question des camps de concentration, que c'est un élément de la Shoah. Il ne faudrait pas oublier que ce film qui a été tourné il y a 25 ans est donc bien postérieur aux événements dont il s'agit, qui se sont déroulés dans les années 44, 45, etc. Avant. Quand même une cinquantaine d'années entre le film et les événements. Alors, dans les deux cas, j'ai fait remarquer que les figurants ont été choisis de façon tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'ils sont très typés, ces figurants. Et je pense qu'ils ont été choisis en connaissance de cause. De même que les figurants dans l'Arche russe n'ont pas été choisis par hasard, ils étaient également assez typés. Voilà, l'écart est plus ancien, parce que là on parle d'événements antérieurs, beaucoup plus que pour les camps de concentration. Mais là aussi, pour donner de la vraisemblance humaine à ces films, il faut des gens qui soient les héritiers en quelque sorte de ceux qui ont été présentés dans le film. Et d'ailleurs, je pense que si on devait, comme on l'a fait, tourner des films sur l'époque de Jésus, ou même sur l'époque de David, ou sur les 10 commandements par exemple, il faudrait vérifier, je ne l'ai pas fait, les figurants qui sont choisis pour le film de Cécile Ben-Min ou pour Ben-Hur, Ben-Hur c'est un cas aussi assez remarquable dans le genre, mais ce sont certainement des juifs qui ont été choisis en priorité pour donner la vraisemblance au film en question. Évidemment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Où est-ce que je veux en arriver? Je veux en arriver à l'idée, finalement, rien ne change. Les populations se perpétuent, se pérennisent. C'est-à-dire que finalement, il est très probable que les Juifs d'aujourd'hui ressemblent aux Juifs d'hier, aux Hébreux d'hier. C'est un grand débat de savoir si les Juifs sont vraiment la continuation des Juifs d'il y a 2000 ou 3000 ans.
Eh bien, évidemment, c'est difficile à démontrer, puisque par définition, on n'a pas les photos des Juifs d'il y a 2000, 3000 ans. Mais globalement, il y a en tout cas des traits communs entre tous ces Juifs d'aujourd'hui. On les reconnaît facilement. Tous ces figurants ne portent pas de masque, que je sache. Eh bien, ils se ressemblent. Ils se ressemblent parce qu'on les a choisis comme tels. Mais si on les a choisis comme tels, c'est parce que ça existait. Donc, la démonstration de type physiognomonique, de type morphopsychologique, de type visuel, pour montrer qu'une population de gens a une certaine homogénéité, me paraît flagrante. Cela dit, on m'objectera bien sûr qu'il y a des juifs qui n'ont pas le type juif, etc. Mais justement, je répondrai que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on soit en mesure de montrer qu'une partie, en tout cas, de la population juive, et c'est vrai aussi que dans les rues d'Israël, comme dans les rues de telle ou telle assemblée, ou dans n'importe quelle assemblée synagogale, eh bien, il y a une proportion importante de juifs qui se ressemblent, et qu'on peut reconnaître comme tels. Et je disais l'autre jour que dans les pays de l'Est, dans les anciens pays de l'Est, parce que moi j'ai connu quand même des femmes juives qui vivaient de ces régions-là, eh bien on reconnaissait les juifs non pas comme en France, par le fait qu'ils portaient des signes ostensibles, mais par leur type même. On pouvait interpeller quelqu'un dans la rue en disant « toi tu es un juif », même s'il n'avait ni la kippa, ni quoi que ce soit de spécial. Et eux, quelque part, ils avaient une vérité. Nous, en France, on n'a pas cette capacité véritablement. On reconnaît les Arabes, on les reconnaît facilement, on reconnaît a fortiori les Noirs, mais les Juifs, on ne les reconnaît pas. On ne sait pas exactement qui est juif ou pas, sauf s'il a des caractéristiques juives extérieures, signes ostensibles, ceci ou cela. Et encore. Donc, pour terminer mon raisonnement, je dirais, bien sûr qu'il y a certainement des Juifs qui ne sont pas typiques. Et ces Juifs-là, justement, puisqu'ils ne sont pas typiques, ils ne sont pas, à mon avis, juifs, quelque part. En tout cas, ils ne sont pas au niveau martien, c'est-à-dire au niveau héréditaire et génétique. Donc, peu importe que dans un groupe, il y ait tant de pourcents de gens qui ne sont pas typiques de ce groupe, moi, ce qui m'intéresse, ce sont ceux qui sont typiques de ce groupe et qui sont quand même suffisamment nombreux pour nous interpeller sur la question de l'existence, effectivement, de ce qu'on pourrait appeler une race juive, pour ne pas employer notre expression, le mot race n'étant probablement pas approprié. Mais on l'utilisera jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouvel ordre.